Le monde entier a vécu une période tout assez particulière, une année pas comme les autres, qui d'ailleurs n'a pas encore dit son dernier mot. L'Afrique et plus particulièrement la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus. Mais qu'est-ce que cette situation nous aura appris? Comment devrions-nous nous comporter par la suite? Des questions qu'une bonne partie de l'élite de la jeunesse congolaise se pose déjà actuellement et que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Tour à tour, je vais présenter monsieur Fabrice Bessana, qui est un juriste publiciste, mais également président du RJD. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et juste à ma gauche, monsieur Irambe Kalonji, qui est associé gérant de Yabanamboka. Il va nous en parler tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et enfin, madame Tissia Mukuna, qui est la fondatrice de la Quinoise. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comme je vous ai présenté en dernier, on va commencer le tour de table avec vous, plus précisément. Vous avez un business, comme cela se remarque dans votre présentation. Comment vous avez vécu cette période de coronavirus dans votre affaire personnelle? Alors personnellement, c'était très compliqué, effectivement. On a dû réduire les effectifs, ralentir la production. La quinoise, c'est du café. Donc on fournit principalement la ville, la Gombe. Et avec le confinement de la Gombe, ça a été bien compliqué. On a dû vivre sur nos économies. Et c'est là où effectivement on voit un peu la sérénité d'une entreprise et sa capacité à épargner en cas de coup dur, même si personne ne pouvait prédire cette épidémie. Et surtout cette ampleur. Et surtout cette ampleur, effectivement. Après, il y a eu aussi un peu d'incompréhension. Est-ce qu'au Congo, on a bien géré la façon de réagir au coronavirus? Est-ce qu'on n'a pas fait du copier-coller par rapport aux pays occidentaux, ce qui nous a mis, nous, dans des problèmes qu'on aurait pu éviter? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'était bien compliqué. Et M. Irambe Kalonji, juste à côté, vous en êtes plutôt bien sorti? Vous aviez des économies? Vous aviez vu venir le coup? Ou vous avez déjà fait faillite? Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et tout. Donc, faire faillite, c'est quelque chose qui fait partie du cours des choses. Mais dans le cas ici de la Covid, parce qu'en dehors de la structure Yabanamboka que je gère actuellement, je travaille aussi en famille et on a aussi un hôtel guest house. Et donc, comme vous savez bien, on a été frappé très dur pendant la période ici de la crise. Oui. Donc, distanciation sociale. Exactement. Et non seulement ça, ça faisait que les gens ne voyageaient plus. Toutes les réservations qui avaient été faites pendant cette période, on devait les annuler. Certains trucs que vous devez normalement faire qui ne sont non remboursables. Donc, du coup, vous avez déjà engagé certains coûts. Il faut maintenant, de vos propres poches, essayer de subvenir à toutes ces charges-là. Mais en même temps aussi, du fait qu'il y avait la Covid, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient censées ne plus être là, mais qui ont été bloquées sur place. Donc, du coup, ça nous a permis de tenir quand même un tout petit peu. Et heureusement aussi, comme nous avons de divers atouts et de divers talents, on est retombé sur toutes ces choses-là pour pouvoir essayer de faire en sorte que nous tenons en fait toute la période jusqu'à maintenant sans trop de soucis. Monsieur Fabrice Bessana, du côté de Jeunes Dynamiques, parce que c'est ce que voudrait dire RJD, regroupement des jeunes dynamiques. Est-ce qu'il y a eu ce dynamisme-là pendant cette période? Vous en êtes bien sorti? Comment vous avez géré cette crise sanitaire? C'était une période où il fallait se donner beaucoup, il fallait vraiment travailler. Le regroupement des jeunes dynamiques est une association sans but lucratif qui regroupe des jeunes venant de toutes les couches sociales. Dans le contexte congolais, la Covid-19 n'était pas assez appréhendée au niveau de la population. Il fallait carrément battre campagne, passer aux sensibilisations pour permettre à ce que la population puisse comprendre l'ampleur de cet agent infectieux. Et donc, durant cette période, nous étions fourrés au moulin. Nous sommes passés presque partout, Kanluka, Selembao, Bumbu, presque partout, pour faire la sensibilisation. C'est vrai que c'était une expérience assez particulière où on comptait de morts presque tous les jours, où l'intelligence de l'homme était limitée. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si on a encore trouvé des remèdes. Et donc, ce fut vraiment une période particulière pour une année aussi particulière. Alors, tout à l'heure, Madame Tissia a dit que la manière de réagir n'a pas été en tout cas au top. Sur 10, peut-être, on va dire 4, 3, malgré qu'on n'a pas été frappé sévèrement comme les grandes puissances. Sinon, Dieu seul sait ce qui serait arrivé. Mais qu'est-ce que cela vous aura appris finalement, cette période de crise sanitaire? Comment vous jugez personnellement la réaction de notre société, de notre jeunesse, de la République démocratique du Congo? Je parlerai dans la globalité. Je crois
crois que le problème s'est posé au niveau des autorités. La communication n'avait pas assez rassuré. Quand je parle de la communication, je parle de la communication des crises. N'avait pas tenu pour convaincre, persuader la population que réellement il y avait la Covid-19 sur notre territoire. Enfin, je parle de la RDC. Alors, je pense que ce qui reste beaucoup plus comme une leçon, c'est que cette période nous a permis d'abord de nous solidariser. Vous voyez, vous avez vu, ça nous a permis de les unifier. Ça nous a permis aussi de réfléchir sur l'avenir. Pendant cette crise, j'ai pu faire l'état des lieux de notre pays, puisque c'était tombé pendant que nous étions en train de célébrer notre 60e anniversaire. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire pour notre pays. Et donc, ce fut qu'une période de leçons, d'apprentissage, pour moi en tout cas. Et Madame Tissia, je reviens vers vous encore pour évoquer cette réaction. Vous pensez que l'on a copié une réaction de l'autre côté et pour calquer sur une réalité qui est totalement différente de l'autre société. Ça a impacté pas que positivement le vécu quotidien. À votre avis, comment l'on aurait dû réagir si on a réagi de la mauvaise façon? Bon, je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, mais une chose est sûre, c'est que c'était deux réalités différentes. On aurait pu en profiter pour tirer notre épingle du jeu et justement réagir d'une autre façon qui nous permette même d'être une solution, pourquoi pas, à la crise des autres. On l'a vu par exemple avec Madagascar qui a essayé de mettre en place leur propre boisson avec une unité de médecins. Même si ça ne s'est pas tout à fait très bien fini. Parce qu'à un moment on a montré les muscles, on a dit qu'on était indépendant, mais à la fin, Madagascar, il a connu des sérieux problèmes. Quand nous on déconfiné, ils sont rentrés en confinement. Ils sont rentrés en confinement effectivement. Madagascar encore, c'est notre réalité parce qu'ils étaient bien plus touchés que nous, mais ne serait-ce que la volonté politique de se rendre indépendant des décisions qu'on a en Occident est à saluer. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on ait une indépendance dans nos décisions. Après, c'est vrai, M. Fabrice l'a dit, ça nous a permis de voir des nouveaux entrepreneurs. On a vu des Safegate, on a vu des fontaines sans contact. Donc ça a permis à des entrepreneurs de trouver une solution à un problème. Et c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, c'est trouver une solution à un problème. Vous attaquez un bon point et j'aimerais commencer, on va faire un tour de table parce que j'aimerais avoir votre avis à vous tous en tant qu'entrepreneur, je le confirme, sur ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Je vais poser la même question à tout le monde, on va commencer avec M. Hiram. On a l'impression qu'ici en République démocratique du Congo, l'on a envie de se cacher derrière ce concept-là entrepreneur pour masquer le chômage, le taux de chômage qui est croissant ici dans le pays. Alors pour ne pas s'appeler chômeur, joueur de dames ou quoi que ce soit, on se nomme entrepreneur. Qui est pour vous un véritable entrepreneur ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faudrait pour entreprendre? Premièrement, d'abord, beaucoup de gens parlent souvent du fait que le Congo, c'est un scandale géologique et tout ce que tu veux et tout ça. Mais moi, j'aimerais aussi prendre ça d'un autre sens. Le Congo, c'est l'un des rares pays dans le monde où tu vas et le problème n'est pas de trouver ce que tu dois faire. Le problème, c'est de décider sur ce que tu ne dois pas faire parce que pratiquement tout est à refaire. Et cette période de la crise que nous venons de traverser l'a bien démontré. Les gens, d'abord au début, bien sûr, c'était le repos, donc, la ce que panique. vous dites, c'est que le champ est tellement immense que vous n'avez vaste. qu'à choisir un coin comme vous voulez, vous allez vous en sortir. Pas nécessairement comme on veut, mais beaucoup plus par rapport à certaines aptitudes, certaines affinités et les problèmes au fait pour lesquels ça va non seulement nous impacter nous-mêmes, mais toutes les personnes autour de nous au fait. Parce que tu ne peux pas régler un problème que tu ne sais pas, comment est-ce que je peux dire, je cherche le terme en français, qui n'est pas relative à toi au fait, que tu ne peux pas au fait comprendre l'impact que ça a sur les autres. Tu n'as pas besoin de le sentir directement toi-même, mais par rapport aux personnes autour de toi, tu as besoin de te puiser de leurs expériences et de leur vécu pour pouvoir apporter une solution à ça. Et non seulement ça, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a toujours cet aspect risque qu'il faut ressortir. Et vu l'état du Congo, déjà, c'est pas très facile à accéder aux capitaux comme partout ailleurs. Le système bancaire n'est pas très accessible à tout le monde non plus.
Alors du coup, ça fait que toute personne qui se mettrait sur le chemin de porter des solutions aux problèmes de tous les jours, ce seront des personnes qu'on peut qualifier en tant qu'entrepreneurs. Et déjà, avec le taux de chômage qui est surélevé et qui n'arrête pas de grimper tous les jours, ça fait que tout le monde pourrait commencer déjà où il est et commencer à apporter des solutions. Parce qu'on voit que le modèle qu'on a fait ces 60 dernières années n'est plus approprié pour les jours que nous vivons aujourd'hui, en fait. Et monsieur Fabrice Messana, du côté du RJD, là-bas, c'est le dynamisme, comme on le disait tout à l'heure. Qui on peut appeler entrepreneur, à votre avis? Alors, je n'ai pas une définition qui pourrait mettre d'accord mes amis sur Vous ces prévenez? plateaux. Oui, mais je crois que l'entrepreneuriat peut être défini comme étant une activité génératrice des gains. En tout cas, pour une définition si simple. Alors, si tout le jeune s'occulte, ou bien se cache, ou bien se réfugie sous ses casquettes, simplement, c'est parce que le problème de l'emploi continue à faire concert au niveau de notre pays. C'est-à-dire que malgré le gouvernement qui se succède, la politique de l'emploi pose toujours problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Les jeunes, pour pallier à ce problème, les jeunes ont pris un autre sens, une autre orientation. Même au sein de notre structure, lorsqu'on discute parfois sur ces genres de problématiques qui lient souvent à la jeunesse, vous verrez que le problème du chômage revient très souvent. Et le problème de l'emploi, ça pose toujours problème. Aujourd'hui, l'accès aux institutions publiques pose toujours problème. Donc l'entrepreneuriat vient comme... je dirais une deuxième solution. Une béquille. Voilà, de consolation aux jeunes. Et je trouve que c'est normal, c'est encourageant. Il faut l'encourager en fait. Et M. Fabrice avait prévenu d'entrée des jeux que vous ne serez peut-être pas d'accord avec lui. Est-ce que c'est le cas, Madame Tissia? Oui, c'est le cas. Déjà, sur la définition même de l'entrepreneur, générer des gains. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à créer de l'emploi. Je vais prendre un exemple qu'on connaît tous ici. On va à Dubaï ou en Chine, on achète des sacs ou des cabellos et on les revend en copine. Est-ce que c'est ça un entrepreneur? Non, c'est faire un bon coup. Ça génère des gains, on a généré des gains. À votre avis, ce n'est pas... Voilà, on a fait un bon coup, mais ce n'est pas un métier, on n'a pas créé de l'emploi. Là où ça se transforme en entrepreneur, c'est j'ouvre un magasin, je mets une hôtesse, un gardien de sécurité, j'ai créé de l'emploi. Et pour moi, c'est ça, c'est entrepreneur. C'est prendre des risques, créer de l'emploi et c'est aussi avoir une vision. Le problème avec certains entrepreneurs, c'est qu'on entreprend comme ça parce qu'on a une bonne idée. Mais il faut avoir une vision. Pourquoi on le fait? Le problème avec l'entrepreneur congolais, en fait. Avec l'entrepreneur congolais ou l'entrepreneur même avec un grand E. Il faut savoir pourquoi on fait certaines choses. Par exemple, avec la quinoise, le café, c'était pour valoriser le terroir congolais. Donc, je sais pourquoi je le fais, j'ai une raison qui me dépasse, j'ai une vision. Si on fait juste les choses comme ça, eh ben, on a de grandes chances de se casser la figure. Et puis, une dernière chose, beaucoup de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, effectivement, mais avant, ils se tournaient vers la politique pour avoir des gains. Donc, tout le monde voulait devenir politicien sans forcément avoir d'idées, sans forcément avoir de vision. S'il vous plaît, ne vous tournez pas vers l'entrepreneuriat si vous n'avez pas de vision. Justement, vous rejoignez un tout petit peu, ce que l'on est en train de dire, c'est que l'entrepreneuriat est juste une raison pour maquiller une situation qui, depuis plusieurs années, ronge la jeunesse congolaise. Oui. Il y a le chômage, alors soit on joue au foot, tout le monde ne sait pas jouer au foot, on va à la musique, si c'est pas la musique, c'est la politique. Et maintenant, comme la politique, ça va pas, on a vu la télé, les téléréalités et tout ça, on a parlé entrepreneur, alors on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous les Parce que c'est facile d'être cité PDG, on dit même CEO. Oui, pour CEO, certains, voilà, d'ailleurs, parce que PDG, il faut aller sur Instagram, Twitter, vous verrez que tout le monde est CEO. Voilà. D'accord, mais sauf que moi, alors qui travaille pour qui? Mais encore une fois, pour moi, ça, ce ne sont pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi. Donc si tout le monde veut se qualifier en tant qu'entrepreneur, très bien. Tout le monde aussi peut se qualifier en tant que politicien. On voit beaucoup aussi je suis le représentant des catholiques, agriculteurs du Kivu. Très bien, mais bon... est-ce que ça veut dire qu'on est politicien? Non. Vous disiez tout à l'heure, M. Hiram, que vous rejoignez cet avis, et dans quelle mesure? Déjà, pour corriger une chose, on ne devrait pas voir l'entrepreneuriat dans notre pays comme une béquille. Ça fait partie de la solution, au fait, à tout ce qu'on est en train de vivre. Dans quel sens? Beaucoup de choses qu'on bénéficie de nos jours, ce sont des choses qui viennent d'un ère colonial, au fait. Mais depuis lors, on n'a pas trop apporté de l'innovation aux solutions qu'on apporte
à notre vécu de tous les jours. Et la preuve en est la façon dont nous avons géré la crise du niveau de l'État. C'était beaucoup plus comme du copier-coller de ce que les Occidentaux faisaient. Mais est-ce que l'entrepreneuriat est une réalité vraiment vécue ou c'est juste un concept? C'est ce qui est en train de déranger un tout petit peu. Parce que vous dites que l'on n'a pas rapporté du nouveau, mais le fait de rapporter le concept entrepreneur, c'est déjà... Non, on a toujours eu ça en fait. On a toujours eu ça. Si on retrace l'histoire de notre pays avant l'ère coloniale, c'était des personnes qui migraient vers un autre endroit, mais de là, ils commençaient à créer des communautés. Donc, tu prends une notion de quelque chose par rapport, comme elle dit, avec la vision que tu as du futur et tu mets maintenant les bases sur pied pour que vous puissiez fonder ce futur sur ces bases-là. Et maintenant, je trouve qu'ici, il y a beaucoup de commissionnaires qui se font passer pour des entrepreneurs. Donc, du coup, lui-même, il n'a pas vraiment une solution comme telle. Il voit que, tu as une bonne idée et, je connais un tel, je vais aller voir ce tel et je fais passer comme si c'est aussi mon idée, mais en réalité, c'est l'idée de l'autre. Et du coup, quand il voit que ça commence à tourner, il cherche à s'accaparer de la chose. Et vu que ce n'est pas sa vision, ils font une chute libre. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la politique aussi. Beaucoup de gens allaient là-bas sans une vision pour ces choses-là. Pour moi, je trouve même que l'entrepreneuriat devrait être pris comme un appel. De la même façon que quelqu'un devient pasteur, de la même façon que quelqu'un devient quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'est ça le don le plus élevé que Dieu a donné à l'être humain. Mais M. Fabrice Bessana, si je peux prendre sa voix pour expliquer un tout petit peu ce que j'ai compris de son discours, c'est que moi, je viens de finir l'université, je ne trouve pas d'emploi, je toque partout, ça ne va pas, et je trouve un peu des ressources, un prêt, la famille ou quoi que ce soit, j'ouvre ma petite cabine ou ma petite boutique et je vends. Je rends service à la société. C'est pas de l'entrepreneuriat pour vous? Alors, ça dépend. Si on vend et on a notre petite boutique, et après on en a plusieurs et on met en place tout un réseau et on trouve des solutions par rapport au fait que le quartier manque de crédit ou des choses comme ça, puis c'est un entrepreneur. Donc un entrepreneur apporte une solution à un problème constaté dans la société. Exactement. Au niveau de la création, lorsque vous voulez concevoir votre idée, c'est ça. C'est ça, c'est une solution, mais aussi c'est de l'innovation. Mais le but, à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Sans argent, vous n'allez pas évoluer. C'est pas une asbelle comme RJD. C'est pas, voilà. Oui, d'accord. Mais d'accord, mais si on prend par exemple même la quinoise, de nos frères de l'Est. Si tu ne gagnes rien, tu vas continuer avec la quinoise? Non, bien entendu. Mais forcément, quand on est entrepreneur, on ne gagne jamais dès le départ. Il faut de la patience, il faut parfois même 6 mois, 1 an. Donc, c'est le risque, c'est le pari sur l'avenir. Quand je vois nos frères de l'Est, là, ce sont de grands entrepreneurs. Yeah. À l'Est, ils font des choses incroyables. Le problème, c'est la paix. Dans quel volet? Vous parlez de quel volet? Là, plutôt dans l'agriculture. Je restais un peu dans mon domaine, plutôt dans l'agriculture. À l'Est, ils font vraiment des choses incroyables. Le problème, c'est la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'écosystème qui nous permet de réellement nous développer. Mais si vous voyez des gens à l'Est, vous ne pouvez pas leur dire que ce ne sont pas des entrepreneurs ou qu'ils ont pris une voie de facilité. En tous les cas, non. Finalement convaincu, M. Fabrice? Pas assez, puisque en fait, à la fin, ils disent la même chose que moi, puisqu'il faut avoir de l'argent. Sans argent, vous ne pourrez pas continuer. Et donc, c'est vrai il faut avoir la vision premièrement, trouver la solution à un problème, mais à la fin, le but, c'est d'avoir quelque chose. Et l'argent, c'est pas tout pour vous, M. Hiram? Premièrement, il faut qu'on définisse c'est quoi l'argent. Il ne faut pas confondre la monnaie et l'argent. Ça, c'est dans un premier temps. Mais vous avez compris ce qu'il voudrait dire. Exactement. L'argent, il parle de revenus, bénéfices, on investit, je peux substituer. On gagne. Exactement, mais seulement, il faut qu'on puisse définir ça, en fait. Parce que beaucoup de personnes retombent sur le fait que, ils n'ont pas accès à l'argent, ils n'ont pas accès à ceci, cela, mais ils oublient déjà que l'argent, on l'a tous fait. Parce que si on retrace l'histoire de l'argent, c'était, tu as ta veste, mais tu as faim. Et lui, il a du velours ou une peau d'animal, il a de la nourriture et il a froid, tu lui donnes ta veste, il te donne ce qu'il a et tu commences à manger. Et c'est la même chose qui doit se passer maintenant. Le problème que je trouve que nous avons ici au Congo, c'est le fait qu'on veut être self-made. Non, j'ai fait ça de moi-même, j'ai commencé avec rien et voici. Ça, c'est le concept qui a précédé entrepreneur. Oui, c'est un concept américain, à vrai dire. Self-made man, c'est-à-dire j'étais rien au début et je suis devenu ce gros PDG riche et plein. Et ça ne marche pas chez nous. Parce que déjà, le fait qu'on n'a pas accès aux capitaux institutionnalisés, comme on les appelle,
on devra maintenant apprendre à reposer les uns sur les autres. Fabrice peut être un bon orateur et moi peut-être je bégaye. Alors du coup, non, je mais sais tu que parles bien. c'est juste un exemple. Hein. Donc du coup, je sais que je dois me rapprocher d'un Fabrice pour que tout ce que j'ai à dire, ce soit mes mots par sa bouche. Et elle maintenant, elle a un concept déjà prouvé, mais peut-être qu'elle ne sait pas bien gérer, c'est pas une bonne administratrice. Alors du coup, je vais m'associer à elle. Elle fait le travail, je fais l'administration, il fait la communication. Donc du coup, là, par exemple, disons si on devait aller sur des salaires, on va épargner 36 000, 42 000, 25 000. Du coup, on a levé des fonds qui n'existaient pas en réalité comme tels, mais on a donné de la valeur à la chose. Et c'est cette valeur maintenant qu'on va échanger contre de l'argent, monnaie, comme on dit, qu'on pourra maintenant faire importer des machines, payer quelque chose à la douane. Mais on commence déjà avec nos talents que nous avons, que nous pouvons maintenant convertir en argent qu'on veut. Et ça va faire 3 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Et c'est un concept que j'essaye de changer auprès de mes élèves. C'est de comprendre que nous avons toujours de l'argent. Mais seulement, on n'a pas nécessairement l'argent dans le format ou le modèle qu'on veut. Notre énergie, c'est de l'argent. Notre intellect, c'est de l'argent. Notre temps, c'est de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on prend l'argent qu'on a et qu'on transforme ça dans l'argent dont on a besoin? Et c'est sur ça qu'on devrait en fait travailler. Et le dernier point pour rejoindre Fabrice, c'est je pense qu'on a un manque d'accompagnement et de soutien vers ces solutions-là que nous voulons apporter. Parce que nous avons une génération qui nous a précédés, du fait qu'ils ont eu à se battre très durement pour arriver où ils en sont. Ils pensent que nous, on a eu ça beaucoup plus facilement et vu qu'on n'a pas peiné comme eux, faire ce relais-là n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a aussi également ce conflit-là de génération. Exactement. Qui, en tant que jeune, pense que c'est quelqu'un qui doit encore apprendre. Les jeunes, comme on dit, c'est l'avenir. Et l'avenir, on sait que l'avenir, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être jeudi, vendredi. Donc, mais pour le moment, la jeunesse va rester sur la touche et jusque quand? Parlant d'ailleurs de fonds institutionnalisés, j'aimerais marteler aussi que le président de la République avait promis de mettre en place le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Mais jusqu'à ce jour, on n'en parle pas. Je crois que l'État doit prendre des mesures, des mécanismes pour permettre à ce que l'on puisse donner aux jeunes les moyens d'entreprendre. Ce serait bénéfique aussi pour leur épanouissement, mais aussi pour l'économie. Mais l'on accuse parfois aussi les jeunes. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai vu sur votre CV que vous avez été aussi aux États-Unis. Ouais. Vous avez un peu cette expérience-là en dehors des frontières. Est-ce que pour les autres jeunes dans les autres pays, il y a des subventions, on vient vous chercher à la maison, on vous donne de l'argent, on vous dit allez travailler, ou bien ça se bat? Parce qu'on a l'impression un tout petit peu qu'ici au Congo, on rejette tout ce qu'il y a comme problème derrière, sur le dos de l'État. C'est vrai, on a besoin de l'électricité, il faudrait que ce soit stable, on a besoin de l'eau, on a besoin des conditions strictes minimum qui ne sont pas encore tout à fait garanties. Mais est-ce que l'État doit venir mettre de l'argent dans les poches des entrepreneurs pour lancer leurs affaires? On fait le tour de table, on commence avec M. Hiram, puis on va redonner la parole à Mme Tissia qui n'a pas parlé depuis un bon bout de temps. Déjà, toute personne qui reste à la maison n'a pas besoin qu'on vienne le chercher pour qu'il fasse quoi que ce soit. C'est d'abord à lui de se lever parce que qu'est-ce qui nous garantit? Parce que déjà en tant qu'entrepreneur, on court un risque en se lançant dans les affaires. Pourquoi est-ce que je veux venir jeter mon argent vers toi si je ne suis même pas sûr que ça va me revenir pour pouvoir refaire une autre action prochainement? Aux États-Unis, ça se passe comment? Est-ce qu'on vient donner de l'argent? On ne vient jamais donner de l'argent, il faut aller se battre pour ça. Et on ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui n'est pas actif, ça c'est un. Et on ne donne pas non plus de l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'épreuve. Parce que j'ai vu une publication comme ça dernièrement sur les réseaux sociaux. On dit, non, vous dites que Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche au monde, mais renseignez-vous comment il a commencé son business. Il a été financé par ses parents à hauteur des centaines de milliers de dollars. Oui, mais parce que il a dû convaincre ses parents. Aujourd'hui, même si ton père est millionnaire, va lui demander 10 000 $. Est-ce qu'il va te les donner seulement comme ça? Non, tu dois expliquer et tu dois les convaincre déjà. Parce qu'on dit déjà, si tu ne sais pas convaincre les gens autour de toi, pourquoi tu vas les convaincre un étranger qui est une banque? Alors si on voit que déjà tes parents ont soit hypothéqué une maison ou soit ils ont sorti tous leurs épargnes pour te donner ça, ils ont vu quelque chose qu'eux devraient faire confiance. Et si tu as des parents déjà accomplis, donc la banque aussi va s'appuyer sur leur confiance qu'ils t'ont donnée de par leur expérience aussi. Alors, ça fait que ce sont des choses où les gens doivent apprendre à être actifs. Et même dire qu'il n'y a pas de subventions, ils sont là, mais seulement les voies par lesquelles ils sont communiqués n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Madame Tissia? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des subventions,
Mais les conditions d'accès à ces subventions sont aussi très compliquées et très difficiles. Il faut savoir qu'ici, on est beaucoup dans l'informel au Congo. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un business qui tourne, mais pas immatriculé, pas de numéro d'identification nationale. Donc c'est difficile d'accéder au crédit quand on n'a pas ces documents-là. Et en même temps, l'accès au crédit est compliqué parce qu'on va nous demander un certain nombre de documents, un certain nombre de taxes. On reste dans l'informel parce qu'on a peur des impôts, etc. Donc c'est un peu compliqué d'accéder au crédit quand on est informel. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas donner juste de l'argent comme ça. Alors moi, je suis pour avoir des subventions. J'en ai besoin personnellement aussi. Mais on ne peut pas donner de l'argent comme ça quand on n'est pas sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre une histoire qu'on m'expliquait dans un... Je ne sais plus où c'était, mais ici au Congo, où on avait donné des fonds à un entrepreneur qui avait une super idée, un super business plan. Et le type, dès qu'il a reçu l'argent, il est allé acheter une Range Rover au lieu de faire son business. Donc c'est ça aussi le problème. Il faut être sûr que l'argent qu'on vous donne, vous n'êtes pas happé par l'apparat, parce qu'on a un gros problème aussi d'apparat ici. On peut avoir des gens, comme vous l'avez dit au départ, qui vont dire qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils sont PDG, qu'ils sont CEO, mais à la maison, ils mangent des sardines. Mais devant les copains, ils veulent un peu se la raconter. On a un problème d'apparat. C'est pas mauvais de manger des sardines. Hein? C'est pas mauvais de manger des sardines. C'est pas mauvais de manger des sardines, mais c'est pour dire qu'on est beaucoup dans l'apparat. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a l'argent, qui nous garantit qu'on va réellement appliquer le travail pour lequel on a reçu cette subvention. C'est déjà ça le problème aussi. Il ne suffit pas juste de donner de l'argent, il faut donner aussi comme pas une formation, mais des coachings. Ça peut être des coachings. On revient. Non, mais des coachings dans le sens où on va expliquer... Sur la problématique de l'encadrement. Voilà, sur la problématique. Mais je suis complètement d'accord avec vous sur la politique d'encadrement. Par exemple, faire un business plan, on a pu faire une école de droit. On ne sait pas faire un business plan pour autant. On peut être un super juriste, on ne sait pas faire un business plan pour autant. On a besoin d'accompagnement, on a besoin que l'État nous prenne par la main aussi à ce niveau-là. On a besoin de savoir comment on fait pour ramener une machine qu'on achète en Allemagne jusqu'ici. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, on va lui expliquer la douane, le port, les trucs. Tout ça, c'est pas évident. Et on est un peu en train de nager en eau trouble. L'autre souci aussi, M. Hiram l'a bien dit, c'est que les gens qui ont déjà réussi avant, c'est difficile aussi pour eux de donner passer le relais. Voilà, de passer le relais ou le retour d'expérience. Déjà parce que le monde change. Donc ce qu'ils ont vécu, eux, à l'époque, ça ne s'applique pas forcément ici. Mais dans quel intérêt ils iront dans leur tombe avec ce qu'ils ont appris au lieu de faire bénéficier ça aux générations futures Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui coachent. Je pense par exemple à M. Alkitenge qui n'hésite pas à parler aux gens, à coacher aux gens, être un réel mentor. Ce n'est pas tout le monde qui emporte dans sa Ce problème ne se pose pas au niveau seulement de l'entrepreneuriat, même au niveau de la politique. Il y a un grand problème. Le vieux qui sont là n'arrivent pas quand même à échanger avec le jeune pour permettre à ce que le jeune puisse s'orienter. Et malheureusement, et encore, en business, ça peut se comprendre. En politique, c'est un peu étrange que l'on veuille s'accaparer d'une chose, d'une fonction, d'un mandat voilà, qui est pourtant... Sans faire preuve de la bienveillance. Malheureusement, dans notre pays, c'est ce que nous constatons. Et c'est des années qui passent comme ça. On continue toujours dans cette même tendance. Je crois qu'il est très important d'instaurer un cadre d'échange entre les jeunes et les vieux, ou soit les expérimentés, et ceux qui viennent, les apprentis, ceux qui viennent à peine de faire le pas dans le domaine. Mais est-ce que c'est possible un tel échange alors que l'on a tendance à croire tout le temps que entre la vieille génération, si déjà il faut l'appeler ça comme ça, la génération supérieure, la génération plus âgée est toujours en guerre avec la jeunesse. Le problème se pose au niveau peut-être des jeunes aussi, qui ne viennent pas vers ceux-là qui sont expérimentés. Parce qu'ils ont été peut-être lassés de tout le temps de venir à tout moment, ou bien venir porter des valises, voilà, on va vous exploiter, ou bien tout demander que vous allez insulter tel ou tel autre partenaire. Exactement. On voit parfois, c'est très rare de voir des jeunes se distinguer brillamment en politique sans entrer dans les polémiques. J'aime bien ce que vous dites au fait, parce que où est l'intérêt de excusez-moi pour le terme, de ce vieux, de te prendre par la main et de t'emmener vers lui? Où est son intérêt?
Ben moi, je peux répondre à ça. Son intérêt, c'est aussi le bien du pays. C'est-à-dire que réussir seul, Voilà. c'est pas intéressant. C'est d'assurer un Vaut mieux avenir. que tout le monde réussisse ensemble. Moi, je préfère m'élever et tout le monde s'élève Voilà. que m'élever et laisser les autres en bas. C'est aussi dans l'intérêt du pays, que ce soit la politique ou que ce soit C'est l'entrepreneuriat. beaucoup plus un intérêt général. s'il faut le dire. Exactement. Exactement, et il doit avoir son intérêt là. À nous maintenant les jeunes. Mais face à l'intérêt général, l'intérêt partisan quand même. Non, mais il faut démontrer cet intérêt parce que quand on voit les jeunes, on te donne de l'argent, tu vas te payer une Range Rover. Pendant que tu as dit que tu Non, mais c'est une Ça, exception. voilà, Non, c'est non. pas tous. Exactement. Maintenant, il c'est faut cette créer des ponts, exception-là, en fait. Ouais. qui devrait faire ce premier pont. Comme tu as mentionné quelques mentors, et il y en a bien d'autres qu'on connaît aussi. Maintenant, dès qu'il arrive à nous faire confiance, nous, si on doit trouver une autre personne à qui on peut faire confiance, l'emmener à la partie. Et c'est comme ça que le noyau commence à pousser, au fait. Tu ne vas jamais venir et apporter une solution massive qui va tout changer. Bon, On je va retiendrai qu'on avait petit à commencé petit. cette émission avec un très large désaccord, mais petit à petit, on arrive à concilier les vues. Tout le monde est d'accord. C'est la Alors, jeunesse qui gagne. on va faire un dernier tour de table pour savoir l'avenir après cette période de coronavirus. Au sujet de l'entrepreneuriat dans notre pays, comment ça va se passer? Est-ce que ça a vraiment apporté une leçon? Ça va changer quelque chose? Ça va bouger les lignes? Ou on va réagir avant, après, comme avant? On va commencer par Madame Tissia Moukouna, puis Monsieur Fabrice Bessana et enfin Monsieur Hiram. Alors, moi, je pense que avec cette épidémie, on a vraiment eu un vent d'entrepreneurs, de personnes qui se sont distinguées, qui ont essayé de trouver des solutions, même avec leurs petits moyens, qui n'ont pas attendu à ce que l'État frappe à leur porte avec un gros chèque. Et justement, ça a montré un nouvel état d'esprit. Ça a permis aussi le bien commun. Hein, Monsieur Fabrice l'avait dit, on a pu observer une certaine solidarité, des mamans qui fabriquaient des masques pour les veuves ou pour les orphelins. On a eu des élans de générosité avec des dons pour les orphelinats ou pour l'église. Donc c'est important et sûrement, j'espère, ça va permettre un nouvel élan d'entrepreneurs sociaux aussi, qui œuvrent pour effectivement avoir des bénéfices, mais aussi dans l'intérêt commun, avec une vision, et que la vision soit toujours le Congo, notre pays. Donc, Monsieur Fabrice Bessana, quelque chose malheur a été bon. Cette pandémie, bien qu'elle a enlevé des vies, nous a quand même appris beaucoup de choses et on en ressortira différent. Et exactement. Sur le plan même de la politique du Congo, je crois que les acteurs politiques ont aussi tiré des leçons, qu'il faut carrément améliorer certaines situations. Vous avez vu les états, les infrastructures sanitaires, dans quel état ils se retrouvaient. Vous avez vu, j'ai été choqué d'ailleurs de voir les outils pour lesquels les policiers utilisaient pour barrer la route. Bref, je pense que c'est vraiment une grande leçon que nous avons apprise de cette pandémie. Et la jeunesse des Kamana, Kamana c'est un philosophe professeur qui dit que la jeunesse des inventions et des créations a fait ses preuves durant cette période. Vous avez vu des jeunes créer des portatiques et c'est pour moi ici l'occasion de saluer tous ces jeunes qui se sont mis au four et au moulin pour lutter contre la pandémie, lutter contre la Covid-19. Je crois que l'entrepreneuriat prend de l'ampleur et se racine petit à petit au sein de notre État. Et il est temps que le gouvernement puisse accorder quand même une attention assez particulière à tous ces acteurs qui s'élancent dans l'entrepreneuriat. Monsieur Hiram. Merci. Je commencerai d'abord par dire que cette période nous a montré d'abord que nous sommes un peuple chanceux, très chanceux, par rapport à toutes les prédictions qui avaient été faites sur comment les choses allaient se passer. Nous sommes un peuple très résilient et nous avons au fait appris à se reposer les uns sur les autres. Parce que pendant cette période, on a vu les voisins qui allaient aider les autres qui étaient moins habiles de tenir pendant cette période. Et ça nous a appris au fait que nous devrons apprendre à reposer les uns sur les autres. Les vieux comme les jeunes, les plus fortunés comme les moins fortunés. Et c'est seulement en travaillant ensemble et en appliquant cette économie de groupe où il y a le social, où il y a les différentes directions que nous pourrons en fait aller de l'avant. Parce que si nous avons des efforts éparpillés et très sporadiques, on ne va jamais faire ce grand pas dont nous devons faire tous ensemble pour aller de l'avant pour un futur meilleur.
Merci à vous tous en tout cas pour ce débat très riche. Je rappelle vos différentes identités et fonctions. Monsieur Fabrice Messana, juste à ma droite, président du regroupement des jeunes dynamiques. Il s'agit d'un juriste publiciste. Juste à ma gauche, monsieur Hiram Bekalonji, qui est le PDG des Kalonji Incorporated, mais aussi associé gérant de Yabanamboka. Et juste à côté de vous, madame Tissia Mukuna, PDG de la boîte, mais également fondatrice de la Quinoise. Merci beaucoup pour ce débat fourni. J'espère que nombreux jeunes nous ont suivis et tireront une leçon de cet échange. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.